Hello à tous, Et bonjour. salut. Donc il y a pas mal de petites personnes qui nous rejoignent. Lou, Philippe, Cédric, Jassim, hello à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse, community builder chez La Grosse Machine depuis octobre dernier et je suis en charge de la communauté Playground qui est sortie de terre il y a quelques mois, qui est une communauté dédiée aux sales, aux growth et aux recruteurs pour échanger sur leur stratégie de prospection et qu'ils soient débutants ou experts. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire monter en compétences, de débloquer des personnes qui ont des problématiques, notamment en outreach, qui est le domaine d'expertise numéro 1 de LGM d'ailleurs. Et aujourd'hui, aussi pour que vous puissiez vous inspirer des meilleures pratiques d'experts et monter en compétences sur des sujets un peu plus focus, j'organise des sujets Ask Me Anything ou des masterclass, enfin des sessions Ask Me Anything ou masterclass. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'être en compagnie de JB, Merci que je Héloïse. vais laisser se présenter. JB Roger. Eh bien moi je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai monté mon agence où on crée du contenu pour les entreprises depuis 2 ans maintenant, sauf que ça fait 7 ans que je suis en freelance avant ça, enfin depuis que j'ai mes 18 ans, depuis le jour de mes 18 ans. Et du coup on s'occupe d'accompagner des entreprises à vraiment faire que de l'organique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait le masterclass en organique sur La Grosse Machine qui fait principalement de la prospective? C'est parce qu'il y a beaucoup d'efforts croisés qui sont super intéressants pour baisser vos coûts d'acquisition, baisser vos coûts par lead, coûts par clic, etc. Ou alors justement augmenter juste la portée de vos actions en ayant du all-bound, comme disait Héloïse juste avant qu'on démarre. Oui, Et dans cette problématique-là, on a tous besoin de contenu, et même si le contenu est à usage organique ou paid, il y a des bonnes pratiques à avoir, et c'est pour ça que je viens pour essayer de vous répondre à vos questions et vos problématiques du moment. exactement. Et du coup, Jean-Baptiste évoquait LGM, la grosse machine. Pour ceux qui se demandent, c'est une solution de prospection multicanal qui permet de prospecter sur LinkedIn, par email et aussi par Twitter pour créer plus de conversations et d'opportunités. Donc, pour ceux d'ailleurs que ça intéresse, je vous mets dans le chat le lien pour s'inscrire au Product Tour. C'est tous les mardis, il me semble, et vous avez plusieurs dates. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de faire de la prospection multicanal et de regarder en tout cas quelles opportunités ça peut créer. Vous avez, vous avez les petits Product Tours et puis vous pouvez aussi tester gratuitement 14 jours la solution. Et avant de commencer, je me rappelle je me permets de rappeler les domaines de prédilection de JB qui sont assez nombreux, mais qui va permettre aussi de focus le call. Donc, Jean-Baptiste, je parle sous ton contrôle, mais tes domaines de prédilection, c'est le vidéo first social media, donc toute la stratégie de contenu vidéo, notamment dirigée sur YouTube, TikTok, sur Reels Instagram, voilà, tout le social media, toutes les vidéos social first qu'on peut imaginer, les contenus organiques, mais aussi comment transformer un contenu organique en campagne paid efficace, comment attirer, comment convertir les vues, notamment sur YouTube et quand on a aussi des logiques SEO, parce qu'on le sait, YouTube est un canal également, un moteur de recherche assez puissant et un canal de visibilité hyper pertinent. Mais tu vas aussi pouvoir parler de DA, vidéo, de tendances par plateforme, de stratégies réseaux sociaux et de funnel inbound. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu aussi de parler et réseaux sociaux et prod vidéo. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Est-ce que j'ai oublié des trucs, Jean-Baptiste? Non, ça me paraît total. En vrai, voilà, c'est ça le focus vidéo et comment en tirer le meilleur en fonction des plateformes, des besoins, que ce soit pour recruter, pour générer des clients, peu importe les besoins. Trop bien. Et bien, let's go. Alors, est-ce que peut-être tu peux me dire, Dominica, qui est dans ma team, est-ce que vous avez le petit icône lever la main? Est-ce que vous pouvez lever la main ou alors est-ce que vous devez poser vos questions dans le chat? Parce que la dernière fois, j'ai pas vu que vous pouviez lever la main. J'aimerais vous identifier et vous proposer de monter on stage pour que ce soit un peu plus interactif. Donc dites-moi, sinon, dans le chat, je vous identifie.
On a l'option monter sur scène. Ok, trop bien. Ok. Eh ben, écoutez, on va faire en sorte que ce soit pas l'anarchie, mais s'il y en a qui veulent monter sur scène ou poser leurs questions parce qu'ils sont plus à l'aise directement dans le chat, vous avez aussi l'onglet questions, n'hésitez pas. Dis-moi, Jacine, si tu as une première question, par exemple. Et puis, le temps que vous vous chauffiez, je vous envoie un petit sondage. Vous avez normalement un onglet sondage qui va apparaître. Tac. Où on se posait la question avec Jean-Baptiste, pour quelles raisons vous créez du contenu? Est-ce que c'est pour générer de nouveaux clients? Est-ce que c'est pour recruter? Est-ce que c'est pour l'image? Si c'est pour autre chose, d'ailleurs, dites-le nous. Tac. Je vois, alors en général, on est plutôt sur une tendance à générer de nouveaux clients, hyper intéressant. Et Jassim, tu peux monter on stage si tu le souhaites. Hello. Hello. Salut. Alors, Salut. On m'entend, 5 On sur t'entend 5. et on te voit. Super. Super, top. Génial. J'ouvre le bal. Je me suis dit, allez, Ouais, pourquoi pas, merci commençons. beaucoup. Alors, je me suis testé récemment. Moi aussi, je suis sur une problématique de générer des nouveaux clients, mais aussi créer une communauté, générer de l'échange, en fait. Et je me suis testé à faire de la vidéo sur LinkedIn, surtout des tutoriels. Je voulais savoir, JB, qu'est-ce que tu penses de ça comme outil de lead génération, de création de communauté? Et après, si on pourra parler un peu plus du use case qu'on a, parce qu'on est assez big sur la vidéo aussi, mais plus dans la vidéo prospection. D'accord. Alors, moi, je te donne mon feedback. Tous mes réseaux me servent de grand test. Donc, si vous pouvez voir mes comptes TikTok, YouTube, LinkedIn, tout est sujet à faire des tests pour justement les clients qu'on accompagne. Et ce qu'on a remarqué beaucoup sur LinkedIn, c'est que c'était pas la perf qu'on allait chercher. On va pas aller chercher des vues sur une vidéo LinkedIn. On va pas aller chercher de l'engagement parce que on sait tous qu'en fait LinkedIn c'est dans le métro, c'est au travail, c'est sans son. 80% des contenus sont regardés sans le son. Donc les vidéos sur LinkedIn, ça peut le faire. Il faut évidemment des sous-titres et un format soit très court, 30 secondes, qu'on puisse regarder sans le son, sans même avoir à cliquer sur la vidéo en regardant juste les sous-titres à travers. Et ensuite, on peut interagir dans les commentaires et on va le traiter comme un post textuel, en fait. Ou alors, on va plutôt vers ce que font par exemple certains podcasts. Ils vont plutôt vers une vidéo horizontale de 3 à 5 minutes qui va vraiment demander de se poser en mode vidéo, en mode consommation vidéo, et là où les gens vont cliquer sur la vidéo, l'écouter, interagir, commenter et le traiter comme un autre contenu. Mais tout ce qui va être un peu snack content, à l'entre-deux, qui demande et l'audio et l'engagement, mais qui n'est pas assez worth it pour vraiment s'engager dans une vidéo de 3 minutes, ça va pas générer beaucoup d'engagement. Par contre, là où c'est ultra intéressant la vidéo sur LinkedIn, c'est que ça va générer énormément de confiance. C'est ce qu'on a beaucoup sur les autres réseaux. Quand on voit quelqu'un faire une story sur Instagram, on a une relation de proximité et de confiance qui est inégalée totale. Et sur LinkedIn, les posts de texte, même s'ils sont avec tu, avec wesh, avec le boss, avec machin, ce que tu veux, il y aura jamais cette proximité parce qu'il y a ce filtre de l'écriture où on sait que c'est pensé, repensé, corrigé, réécrit, et on n'a pas vraiment cette proximité totale avec l'écriture. Et du coup, arriver à faire des posts vidéo qui ont la même valeur ajoutée que les posts textuels, même s'ils font 10 fois moins de likes et d'engagement, ils vont faire 10 fois plus de génération de leads et de génération de confiance, ou en tout cas sur le long terme. J'ai beaucoup de posts qui font 3 vues, qui font 3 likes sur LinkedIn alors que j'ai 3000 abonnés et quelques, et qui me génèrent des clients. Parce que les vidéos font confiance. Après, du coup, moi, je vends de la vidéo, donc il y a aussi, je montre ce que je vends, mais qui dépasse du coup ce stade de la confiance qu'on perd un peu avec LinkedIn, où on a l'impression que c'est la plateforme du bullshit, la plateforme du machin, la plateforme du cher réseau. Et toute cette tendance générale est un peu contrecarrée par la vidéo où t'es authentique et t'es obligé de l'être parce qu'on te voit. Et tu peux pas faker l'authenticité sur une vidéo alors que tu peux le faire sur du texte. Donc c'est plutôt une problématique de confiance et de chaleur de lead, si on peut dire, de proximité. Ok, top, merci beaucoup.
Jassim, est-ce que tu as d'autres questions ou un use case à Peut-être présenter? j'en aurais, mais j'ai pas envie d'accaparer le stage. S'il y a d'autres gens qui veulent monter, qu'ils le disent. Mais sinon, ouais, en termes de use case, moi, je trouve qu'en tout cas, LinkedIn, ça avait bien marché. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des gens qui postaient des vidéos justement un peu format 3 minutes, un peu en mode coach, life coach, tout ça. Tu as parlé de bullshit, je me permets de lâcher le terme aussi. Euh, mais alors, ce que j'ai vu qui marchait bien, par contre, c'est des tutoriels. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire ça, c'est faire des tutos un peu en mode grosse pour qui étaient vraiment à destination de SDR et d'AE. Enfin, moi, je suis dans le domaine du sales et on est un SaaS sales qui vendons de la personnalisation de vidéos en IA. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Et donc, c'est pour ça que je me permets de faire des tutos pour faire un peu d'évangélisation aussi, parce qu'on est sur un domaine où c'est très nouveau. Euh, mais j'ai trouvé que ça avait quand même apporté un petit peu de lead. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est le taux de conversion qui m'a un peu charmé. J'avais parlé avec un gars qui en faisait beaucoup, qui faisait beaucoup de Twitter, d'Instagram et tout. Il m'a dit sur LinkedIn, pareil, je fais 1% de ce que je fais en engagement sur mes autres plateformes, mais par contre, toutes les personnes qui engagent convertissent. Je sais pas si c'est un truc aussi en termes de retour sur investissement qui peut être intéressant. Bah c'est une des métriques. Il y a des plateformes qui sont vanity métriques à fond, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir chercher cette validation interne et externe de beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, et en même temps, je me sens important parce qu'il y a beaucoup de vues. Et de l'autre côté, quand on a une team sales qui poste une vidéo sur LinkedIn qui fait 3 likes, mais qui fait 3 prospects qui ont ultra qualifié, s'il n'y a pas cette vanity métrique, en fait, qu'est-ce qui est le mieux? Ça dépend forcément des tickets, ça dépend de l'investissement que ça a coûté de produire ces contenus-là aussi. Mais de manière générale, je vois exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que sur LinkedIn, quand on arrive à trouver le format qui va, comme tu le dis, toi tu fais des tutos sur du growth, ça me fait penser en fait à peu près à la même chose que le carrousel. Est-ce que tes tutos que tu fais en 3 minutes, on pourrait les résumer en un carrousel LinkedIn qui performe de fou? Oui, mais ce qui va générer beaucoup d'engagement au format carrousel va peut-être générer beaucoup moins d'engagement au format tuto de 3 minutes, mais par contre beaucoup plus de ventes grâce au canal vidéo, vidéo qui lui va générer beaucoup plus de confiance que le carrousel. D'un côté, tu vas avoir genre 1000 likes et un client, et de l'autre côté, tu vas avoir genre 10 likes et 3 clients. Et à voir ce que tu veux faire. Si des fois, tu veux dire « je suis un expert en grosse » et que le plus de monde le voit, tu vas plutôt faire un carrousel. Si tu dis « je veux générer mes objectifs pour le mois », tu vas plutôt faire une vidéo. Et là où du coup ça devient très fort, c'est qu'une fois que tu l'as écrit une fois, tu vas le faire et en carrousel et en vidéo. Et tu vas poster les deux peut-être à une semaine d'écart ou à 3 jours d'écart. C'est le cas, ouais. Et c'est peut-être... voilà. Les deux vont peut-être pas t'apporter la même chose, alors que c'est le même contenu. Ok, d'accord, super, top. Merci beaucoup. Trop bien, merci beaucoup, Je laisse le Jassim. stage. Ok, ça marche. Je vais proposer à Lou de monter sur scène, mais dans le chat, tu verras. Alors, attaque, je vais. Hop. Dans le chat, Lou nous disait qu'elle crée du contenu plutôt pour se faire connaître auprès d'une clientèle potentielle et construire une audience, donc plutôt pour de la notoriété, et qu'elle crée du contenu autour de Notion, que ce soit des tutoriels, des présentations de nouveautés, des cas d'usage, et qu'elle voulait justement trouver le bon mix entre SEO long terme et vidéo plus virale. Et elle posait la question de savoir si tu avais des inputs sur justement ce bon mix à avoir entre les deux. Ouais. Coucou Lou. Hello Lou. Hello. Merci. Bah, du coup, pour répondre à ta question, de manière générale, ça va dépendre de ton objectif, enfin, toujours, hein. Mais si ton objectif premier, c'est d'arriver à en vivre, il va falloir forcément générer de la vente très rapidement. Quitte à rester à 3 abonnés, mais que les 3 abonnés que tu as deviennent 3 clients. Et quand tu arrives à dépasser ce stade après, là, ensuite, on va pouvoir se dire, bon, ça y est, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me sécuriser, je suis plus dans une logique de famine, je suis plutôt dans une logique de prospérité et de croissance. Et à partir du moment où tu rentres dans cette étape-là, tu vas aller chercher tout ce qui va être long-termiste. Et du coup, ce qui va être long-termiste, c'est construire 2 choses. Une confiance. Et donc ça peut se faire avec
des événements, des lives, des webinaires, avec des dons à la communauté, des contenus gratuits, des outils, des choses comme ça, qui vont être ultra bien reçus, parce que tout ce qui est gratuit est forcément, on en parle aujourd'hui là sur ce live de la grosse machine qui donne aujourd'hui de la valeur à leur communauté pour aussi pouvoir générer de l'attachement, de l'audience. Et la deuxième chose, c'est sur le long terme, qui va être vraiment SEO. Et là, tu vas aller chercher le top of funnel, quitte à t'effacer totalement des requêtes. D'un côté, tu voulais incarner pour vendre et au début, du coup, avoir beaucoup de conversion. Et ensuite, une fois que tu as dépassé ce stade du besoin de conversion, la conversion n'est plus l'objectif, mais le résultat. L'objectif, c'est la notoriété et d'aller chercher ailleurs. Concrètement, ce que ça donne, c'est que la première vidéo que tu vas faire, c'est ces 3 problèmes pour lesquels vous perdez 12 heures par jour dans votre agence immobilière. Et tu vas y répondre avec Notion et tu vas avoir 3 agents immobiliers qui vont te dire effectivement j'ai ces problèmes-là, tu mets un doigt là où ça fait mal et on va te payer pour que tu nous règles le problème. Alors que de l'autre côté, si tu veux juste générer de manière générale, tu vas avoir des gens beaucoup plus larges qui vont dire comment rendre mon Notion joli. Et là, du coup, tu vas aller toucher une audience qui est massive, qui est pas aussi qualifiée à t'acheter des espaces, des modèles ou des prestations en Notion, mais qui par contre va te générer beaucoup plus d'audience. Ouais. Et dans cette beaucoup plus grande audience, si tu as un beau taux de conversion à 1%, bah, tu vas avoir 4 clients. Alors que tu aurais dû travailler 4 fois plus avec ton tout petit... ta toute petite vente et tes vidéos très nichées et beaucoup de travail pour avoir chaque niche très bien répondue avec des vrais pain points qui font mal. Alors que de l'autre côté, si tu vas dans le très généraliste, par la quantité, tu auras aussi potentiellement les mêmes résultats de vente tout en ayant la croissance externe du nombre de vues, du nombre d'abonnés, de la crédibilité de ta page, etc. Ouais, je vois. Et notamment dans ce deuxième temps où on est plus dans l'acquisition de communautés ou d'audience, c'est justement eux à qui je vais plutôt parler avec les produits gratuits, avec les webinaires, etc. Ouais, c'est ça. Bah, ensuite, ce que je te conseillerais, c'est d'avoir une lead magnet avec des pages d'accueil et tout un cycle de peut-être un Discord gratuit, ce genre de choses qui font rentrer les gens dans la communauté. Et comme on disait pour les vidéos LinkedIn qui rapportent parfois beaucoup plus de confiance que de vues, bah là, tes produits, quand les gens ils vont le télécharger gratuitement et qu'ils vont voir que le truc leur a changé la vie ou permet de gagner 1 heure par jour ou ce genre de choses-là, bah forcément, là, tu vas avoir un capital confiance où les gens vont dire, bon, elle m'a aidé, elle fait des vidéos depuis longtemps, je la vois souvent, donc je vais acheter chez elle plutôt que chez un autre. Ouais, tout à fait. Je résonne totalement avec ça parce que c'est vrai que j'ai déjà eu des clients grâce à ça où je diffuse des modèles Notion ou alors je fais des vidéos et pour moi, ça me permet d'avoir des personnes sur ma liste mail et tout, hein, c'est super. Mais c'est pas ma cible principale et pour autant, effectivement, des fois, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai vu ta vidéo YouTube sur truc très généraliste. Oh bah, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble pour faire ça. » Ou alors j'ai téléchargé... On a l'impression qu'en fait, c'est d'espèces de... Comment dire on a l'impression que c'est un grand parc d'attractions où il y a 2 parcs d'attractions. C'est-à-dire qu'il y a celui des gens qui vont juste venir pour tes contenus gratuits et il y a celui du VIP. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme si c'était un seul grand parc d'attractions avec plusieurs cercles de plus en plus petits. Ça veut dire que ceux qui sont tout au centre, qui sont et tes clients, et tes fans, et tes supporters, eh ben, ils peuvent être dans chaque cercle. Ils peuvent aller dans chaque cercle. Par contre, ceux du grand cercle, ton objectif, c'est de les faire passer dans les plus petits. Enfin, c'est vraiment le truc du tunnel. Mais le tunnel, ça fait très démarche de conversion, alors que si toi, tu le vois en espèce de cercle, en espèce de communauté, dans ta tête, tu t'imagines que d'un côté, tu as la communauté gratuite qui de toute manière t'achètera rien et chez qui tu viens juste chercher des likes et des abonnés. Et de l'autre, tu as ceux qui ont de l'argent et des besoins à qui tu vas répondre avec tes prestations de service. Mais la réalité, en fait, c'est que tu peux faire passer ceux-là de l'autre côté et ceux-là, ils sont sûrement de ce côté-là parce qu'ils t'ont vu de l'autre côté.
Ouais, totalement. Ouais, je suis Et c'est plutôt de se dire, c'est un grand parc d'attractions et il y a un club privé au centre de ceux qui ont eu tellement besoin ou qui avaient de l'argent pour te déléguer la tâche qu'ils sont devenus tes clients. Mais en fait, ils sont tous tes clients. Mais c'est juste qu'il y en a qui sont en gratuit et qui consomment tes produits gratuits en termes de vidéos, en termes de modèles, en termes de ce genre de choses. Ok, trop intéressant, merci. Et de passer, en fait, si tu les considères tous comme des clients, même si c'est des clients gratuits parce qu'ils t'ont juste filé une adresse mail, Oui. tu vas ensuite, ton objectif, ça va être de comment j'augmente ma valeur ou la valeur de mes produits pour que ceux qui sont en gratuit, ils veulent passer à l'étape d'après à 5 euros, puis à 50 euros, puis à 500 euros. Et si toi, tu as 5000 abonnés aujourd'hui et que tu as, et on en revient à ta première question de quel est le bon ratio, si aujourd'hui tu as 5000 abonnés et que tu vends tes produits 50 euros, peut-être que quand on aura 10 000, tu pourras les vendre 500 euros. Et c'est là où tu vas venir chercher de la valeur dans les choses gratuites. T'as pas l'impression de leur vendre quelque chose, mais en fait, c'est ça qui va faire que tu génères encore plus au fur et à mesure et que ça fait cet effet boule de neige de croissance exponentielle que font les gens qui créent du contenu vidéo. Ouais, je vois. Et le lien un peu, on parle beaucoup du parasocial. Justement, t'en penses quoi? Est-ce que ça aide justement à créer ce lien avec son audience / ses clients potentiels, justement par la vidéo? Là où tu as de la chance, c'est que tu as le bon côté du parasocial. Je pense qu'il y a personne qui viendra sonner à ta maison ou sauter sur ta voiture comme l'ont peut-être des youtubeurs qui font du contenu ultra large organique. Mais par contre, toi, tu vas avoir plutôt des gens ou en conférence qui vont dire « Génial, t'as aidé ma boîte à faire ça grâce à ta vidéo gratuite. » Et c'est là où, du coup, c'est ultra, ultra important. Et que tu vas générer cette espèce de parasocial de confiance qui va te bénéficier, là où d'autres génèrent du parasocial de proximité qui leur est pas du tout bénéfique. Donc dans le B2B, le parasocial va plutôt te permettre de closer plus facilement tes deals que d'avoir plus de problèmes. Ouais, je pense que ça fait aussi un peu écho à la question d'avant, où sur LinkedIn, c'est vrai que quand tu te mets en avant en vidéo, il y a aussi, comme tu disais, un lien de confiance qui se crée beaucoup plus facilement que par du texte. C'est beaucoup de choses se retrouvent, je trouve, dans tout ça. Top, merci. Bah, merci. Merci beaucoup, Lou. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je te remets je te sors de stage, mais n'hésite pas. À tout à l'heure. À tout. Merci. Il y avait Philippe également qui disait, tac, je reprends son message, qu'il crée des vidéos vraiment pour créer une image spécialisée sur un petit territoire. Moi, je suis très curieuse de savoir quel est son use case et ce qu'il fait de ces vidéos et quels sont le type de vidéos qu'il crée. Donc, Philippe, si tu veux nous en dire plus, soit de vive voix, soit par écrit, ça peut être très cool. On est en petit comité, donc profitons de pouvoir aussi prendre le temps d'échanger là-dessus. Et puis, en attendant, peut-être que Philippe accepte ma proposition. Ah, salut Philippe. Ça y est, bonjour Philippe. Ça y est. Moi, j'ai une question après, je la garde pour juste après. Alors. Ça va être assez rapide. D'abord, je suis une nouvelle arrivant, je découvre absolument tout de cette mécanique incroyable que je trouve fabuleuse, et merci à Grosse Machine parce que vraiment, ça reste accessible. Malgré tout, je plafonne. Dès que je rentre dans la compréhension, dans toutes ces possibilités qu'offre LinkedIn et d'autres logiciels connexes, je plafonne tout de suite sur le mode d'emploi du nouvel arrivant. Votre discours reste quand même toujours un discours de technicien avec un vocabulaire. Il est difficile d'intégrer rapidement. Alors, ma question est la suivante. D'abord, je ne produis pas de vidéo, mais j'aimerais pouvoir le faire. Ma problématique, c'est que j'interviens du point de vue commercial sur un territoire petit qui est celui de l'île de la Réunion. Donc, c'est petit, et finalement, quand je fais des extractions de données sur LinkedIn, je me retrouve avec un petit nombre de clients potentiels. Donc, j'ai peur d'être à côté du sujet, de pas chercher sur la bonne voie.
D'accord, ok. Alors en termes de premières étapes potentiellement que tu pourrais faire pour avoir ce guide du nouvel arrivant, je pense que ce que je conseillerais, hein, je te dis ça en étant, je promeux ce que je vends et ce que je fais. Je le fais moi-même pour mon podcast, pour mes comptes TikTok, YouTube, etc. C'est de d'abord se retirer totalement. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que parce que notre compte LinkedIn, YouTube, peu importe le réseau social, est à notre nom, qu'il faut qu'on l'incarne et qu'on soit comme les youtubeurs ou comme les gros créateurs de contenu sur LinkedIn, où dès qu'on dit leur prénom, on a plein de likes et on peut les taguer, etc. Et Rome ne s'est pas fait en un jour. Et c'est comme cette histoire de dire que tous les millionnaires ont 7 sources de revenus différentes. En fait, non. 99% des millionnaires ont commencé avec une et ensuite ils ont diversifié à 7. Donc, prendre l'exemple du résultat des gens comme l'objectif à atteindre, c'est souvent la mauvaise méthode. Il faut plutôt démarrer sur un canal et une méthode pour ensuite se diversifier et arriver là où ils en sont. Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est que si j'étais toi, je m'effacerais totalement de mes contenus en donnant énormément de valeur. Tu pourrais, un exemple très concret, c'est tu pourrais faire une vidéo pour présenter ton nouvel ordinateur. Soit tu vas dire, j'ai acheté un nouvel ordinateur, voilà pourquoi il est exceptionnel. Et dans ce cas-là, tu l'incarnes, va y avoir ta tête sur la miniature, tu vas parler de tes problèmes, tu vas dire toi, et tu vas essayer d'aller chercher de l'empathie et de la confiance envers les gens. Mais le problème, c'est que personne te connaît et du coup, pas grand monde en a affaire de savoir de tes problématiques. De l'autre côté, ce que tu peux faire, c'est tu peux dire le meilleur ordinateur pour les gens qui télétravaillent debout. Et là, les gens qui télétravaillent debout, ils auront tapé la question quelque part sur Google. Et là, on va du coup rechercher plutôt dans l'autre sens, quelles sont les questions que les gens se posent vraiment. C'est-à-dire que peu importe le messager, quels sont les messages que les gens veulent entendre. Et là, quand tu arrives à aller chercher ce type de contenu-là, que ce soit sur LinkedIn ou en vidéo sur YouTube, c'est là où du coup tu vas générer énormément de trafic parce que les gens s'importent peu de qui est le messager. Ils veulent savoir pourquoi cet ordinateur-là répond à leurs problématiques. Qui leur a donné la réponse, ils s'en fichent. On n'aura même pas besoin de savoir que c'est Philippe. Si tu dis, ça fait 8 ans que je suis en télétravail et que je travaille debout, et voilà pourquoi c'est le meilleur ordinateur pour vous, t'as même pas besoin de dire bonjour, je m'appelle machin. Tu vas leur donner tellement de valeur qu'à la fin, ils diront, oh, mais Philippe, moi aussi, je suis en télétravail. Alors que si tu démarres en disant, bonjour, je suis Philippe, là, ils vont faire, je m'en fiche. Tu vois ? Et c'est, je pense, de la même manière, le guide du bon démarrage, c'est de dire, c'est très difficile à faire, hein, et j'ai mis beaucoup de temps à arriver à le faire. Et là, je relance une chaîne YouTube pour ne faire que ça, pour effacer totalement ma tête des miniatures, faire que des contenus SEO à la recherche, etc. Mais c'est de dire, je ne suis que le messager, et le messager deviendra important quand le message a été important pendant assez longtemps et a donné assez de valeur. Donc peut-être des posts LinkedIn qui donnent de la valeur, qui donnent des tutos, qui donnent des tips, organiser des événements, créer des produits gratuits, faire ce que tout le monde vend gratuitement pendant assez longtemps pour que tu puisses le rendre payant, tu vois. Ok, merci, c'est très clair. Mais bon, après, ça demande aussi les reins assez solides, la motivation qui dure longtemps, de pouvoir se confronter à des posts de 0 like pendant longtemps. C'est tout un truc qui démarre. Mais de manière générale, je pense que tu peux aller piocher dans 2 endroits. Tu peux aller sur Answer the Public ou Quora ou des plateformes comme ça. Answer the Public. Et ça, c'est des plateformes où en fait, ça fait une espèce de mind map de toutes les questions que les gens se posent. Si par exemple, tu tapes... c'était la Réunion, je crois, hein, où tu étais. Ouais, bah, si tu tapes la Réunion, tu vas avoir toutes les questions qui vont être posées autour de la Réunion. Ça va être comment y aller, comment revenir, quel est le visa, comment travailler, quel est le salaire moyen. Et tu vas avoir une grosse mind map avec des points qui sont de plus en plus gros en fonction de la force de la requête et la fréquence à laquelle est fait cette requête sur le territoire. Ah, génial. Et ensuite, Quora, c'est à peu près pareil, mais c'est un peu en style forum.
Tu peux aller sur des forums plus spécialisés si tu fais du contenu gros comme le faisait, désolé, j'ai oublié ton prénom, Jassim, d'aller sur des contenus comme Playground et de voir ce que les gens posent comme questions sur Playground. Et ça, c'est une mine infinie d'idées de vidéos à produire. Et la deuxième chose, c'est les commentaires des vidéos que tu aimerais faire ou des vidéos dans ta niche. Et tu verras les gens poser des commentaires à des gens qui ont déjà la stature du messager que tu aimerais avoir. Parce que du coup, une fois que tu as réussi à créer cette image-là, c'est plus ton cerveau qui a besoin de produire des contenus, ou plus autant en tout cas, mais c'est les gens qui viennent directement te poser les questions, et toi tu fais le travail pour y répondre le mieux possible. Génial, génial. Donc, ma problématique spécifique, c'est que je m'intéresse exclusivement au milieu médical et hospitalier. Donc en plus, tu vois, le marché est extrêmement resserré. C'est très niche. Donc, voilà, je travaille sur des échantillons. Tu auras peut-être un enjeu au-delà du coup, pour des enjeux comme ça, que ce soit le droit, la santé, des enjeux qui sont, j'ai envie de dire, un peu réglementés. Il y a quand même aussi beaucoup d'enjeux de confiance. C'est-à-dire que tu vas pas écouter les conseils d'un sportif en surpoids pour comment perdre du poids. Et pareil pour un médecin, tu vas avoir difficilement, même si il y a de la valeur dans ton poste, s'il n'y a pas le degré de confiance qui est associé à cette valeur-là, il y a des gens qui vont tout de suite dire non. Donc, je pense que du coup, tu as la deuxième problématique de quels sont les 3-4 critères, les 3-4 cas clients, les 3-4 personnes que tu connais, les 3-4 logos que tu peux mettre sur ta bannière qui feront que les gens disent « Ok, c'est validé par la street, j'ai même pas besoin de réfléchir moi-même. Il y a une queue devant le restaurant, ça doit être bon. » C'est ça, oui. Super. Merci beaucoup. Merci Philippe. Il y a Paul qui nous a rejoint. Paul, n'hésite pas à poser tes questions et à monter sur scène si tu le souhaites. On a pas mal discuté contenu organique, comment transformer un contenu organique en paid. Je posais aussi la question de quels sont les types de vidéos et pour quelles raisons vous créez des vidéos. Donc, si Paul, tu veux exposer un use case particulier sur lequel tu as besoin d'être débloqué ou tu as besoin de renseignements ou quoi. Et en attendant, Jean-Baptiste, ça m'intéresserait de parler un petit peu de TikTok, savoir comment toi, dans une démarche peut-être aussi de prospection, tu intègres TikTok à ta stratégie. Bah, c'est marrant que tu me demandes ça. J'ai justement eu au lancement de l'agence, j'avais les deux canaux, donc j'avais LinkedIn et TikTok. Donc ce que j'essayais de faire, c'est de transformer le top of funnel très large, donc vraiment le haut de l'entonnoir, de venir aller le chercher sur TikTok et de ne faire aucun jugement de valeur sur la plateforme et de dire ce ne sont pas que des gamins qui créent du contenu sur TikTok. Il y a plus de 50% des gens qui ont plus de 28 ans, je crois, sur TikTok. Okay. Donc, on imagine que c'est que des très jeunes gens, mais en fait, il y a beaucoup de monde. Et la preuve en est que j'ai fait des contenus sur tout un tas de sujets, la création de contenu, assisté par l'IA, je fais plein de vidéos. J'en ai fait 5 par jour pendant 90 jours. Et je me suis dit, d'abord le volume et puis ensuite on regardera les stats. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en 90 jours, ces 5 vidéos par jour, elles m'ont rapporté 20 000 abonnés. Et ces 20 000 abonnés m'ont permis d'aller chercher des chercheurs en neurosciences, des experts sur LinkedIn avec des personnes qui avaient plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn, des entreprises, des entrepreneurs. Et on avait l'impression de se dire que ce serait que... je catégorise très très gros traits, mais que des salariés et des jeunes sur TikTok parce que c'est pas un réseau d'entrepreneurs. Et c'est là où ça m'a généré le plus de clients. Par contre, on n'a pas signé des deals en DM TikTok. Bien sûr. Ils m'ont vu sur TikTok et ils m'ont envoyé un message sur LinkedIn. Ou alors ils se sont ajoutés à ma liste de mails et quand je leur ai contacté et qu'ils ont vu mes posts sur LinkedIn passer par la suite, ils ont mis un like en disant je t'ai reconnu sur TikTok, je t'ai envoyé un message, etc. Trop bien. Et c'est là où, du coup, faut faire confiance à son audience, c'est ils vous trouveront. C'est-à-dire que le call to action de cliquer sur le lien pour nous retrouver,
Si vous êtes dans le digital, que vous cherchez des audiences digitales, par exemple, si on prend la grosse machine, les gens, vous savez qu'ils utilisent quand même beaucoup d'outils digitaux, qui sont très digital native, qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'il faut avoir une adresse mail, s'inscrire à tel endroit. On est déjà sur une audience très qualifiée. Donc, de manière générale, la démarche, plus elle est désintéressée, souvent mieux elle marche. Et c'est ça qui est très difficile à faire. C'est de continuer à faire des choses sans voir les résultats des choses qu'on fait, jusqu'à ce qu'il y ait tellement de résultats qu'on puisse plus. Et le compte TikTok, je peux plus le continuer à 5 vidéos par jour parce que aujourd'hui j'ai trop de demandes. Et c'était ma prospection du début, c'était de publier sur LinkedIn, d'envoyer des messages sur LinkedIn et de faire des vidéos sur TikTok. Okay. Et les deux m'ont permis d'avoir, je l'ai déjà vu quelque part, c'est le bec de machin que j'ai vu sur TikTok, donc je vais le contacter sur LinkedIn. Trop bien. Paul, et du coup, c'est là où je suis allé vraiment en très très top of funnel, donc des vidéos comme je disais à Lou tout à l'heure ou à Philippe, où tu te présentes pas. Tu dis, est-ce que vous savez qu'Elon Musk a fait ça? Ou est-ce que vous savez que pour créer du contenu impactant, il faudrait faire ceci? Et c'est là où les gens, ils veulent juste savoir la réponse, ils veulent juste la valeur, et ils s'abonneront. S'ils veulent te voir souvent, ils auront voir ton prénom et ton arrobase sur ton profil. Ils n'ont pas besoin d'un laïus de 15 secondes sur toutes vos vidéos pour savoir qui vous êtes. En tout cas, quand on incarne sa propre personne et qu'on est sur un compte personnel, en nom propre. Là, c'était un compte qui s'appelle Jean-Baptiste Roger. Et je pense que c'est pas pareil quand on est un compte de marque, mais pour mon compte, c'est comme ça que j'ai fait. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à nous le dire ou à monter sur scène. Tac, tac. Si certains ont certains qui sont déjà passés veulent reposer des questions, vous pouvez aussi. Et Jean-Baptiste, est-ce que tu veux un peu nous montrer peut-être un use case récent ou une production récente ou une problématique, on se parlait juste avant le live en off de YouTube et du SEO. Est-ce que tu veux un peu nous exposer cette stratégie? Eh ben oui, si vous voulez, on peut faire ça. Alors, je vous partage mon écran. Toc. Donc, si on va sur le YouTube d'une de nos clientes, alors, on a démarré il y a quelques mois pour son contenu YouTube et on a fait des contenus qui vont chercher... on a fait tout type de contenu. Donc, on a fait des questions très, très spécifiques pour aller chercher des réponses SEO ou des réponses que les gens se posent ou... Parce qu'aujourd'hui, le SEO va un peu plus loin que juste la requête qui est tapée par les personnes. Donc, on peut s'imaginer que les gens vont dire quel restaurant proche de moi. Mais en fait, le SEO aujourd'hui, par exemple sur TikTok ou sur YouTube Short et Reel, c'est que vous avez regardé tous les jours pendant 3 mois des contenus de nourriture italienne à partir de 17h. Vous allez avoir des pubs sur un restaurant italien qui vient d'ouvrir dans votre ville, pas loin. Et il n'y a plus besoin de faire la requête pour être ciblé. C'est-à-dire que même des pensées que vous avez vont potentiellement le voir. On a beaucoup de gens qui disent mon téléphone m'écoute, il m'a mis une vidéo parce qu'il a écouté, j'ai parlé de croquettes de chien, j'ai eu des choses de croquettes de chien, tout le monde a déjà vu ça. Mais en fait, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que si vous êtes, je prends par exemple cet exemple-là, dans un espace de vulnérabilité mentale où vous consommez plus de contenu sur la santé mentale que d'habitude, potentiellement, il va vous catégoriser et il va vous proposer dans vos requêtes, dans vos recherches et dans votre ciblage ce type de contenu. Donc, on n'essayait pas d'être en position 0 sur Google, mais par contre d'aller chercher des 1700 vues sur 1 heure de contenu vidéo sur une chaîne qui a 300 abonnés, c'est lunaire. De se dire qu'on arrive à aller chercher ce type de stats sur YouTube, sur des contenus extrêmement longs, sur une chaîne qui n'a pas d'abonnés,
c'est inespéré. On va aller chercher 1000 abonnés en un an, par exemple, ou 3000, 5000 abonnés sur des contenus qui sont un petit peu plus grand public. Mais sur des plateformes de long game qui sont celles de YouTube, par exemple, on n'espère pas ce genre de stats. Et on voit aujourd'hui, là, on en a reposté une il y a 4 semaines. Celle-ci, elle a fait 1700 vues en 5 mois, et celle-ci, elle a fait 1000 vues en seulement 4 semaines. Et on voit que du coup, c'est incrémental. Et on reprend du coup les bons codes. Ici, on a vu les erreurs qu'on avait fait. Ici, on a testé un format qui était totalement différent. Vous voyez ici que c'était 2 minutes 50 et 3 minutes 30. On s'est rendu compte que le format ne répondait pas aux besoins des gens et que ces problématiques-là de influence de l'esprit, vulnérabilité, une vidéo de 3 minutes ne correspondait pas au message. Que le format n'était pas... Quand on veut être vulnérable mentalement, on imagine plus qu'on va être dans son lit pendant 1 heure avec les écouteurs à écouter le contenu et à réfléchir sur soi-même et s'appliquer le truc, et pas d'avoir un quick fix en 2 minutes 30 sur une petite vidéo courte. Et ça, on l'a compris après. Et c'est pour ça qu'on a changé les formats. Donc, on a essayé le 1 heure et on est en train d'essayer les formats semi-longs de 12 à 15 minutes qui permettent de quand même sectionner. Parce que dans un format de 1 heure, on va avoir peut-être 5-6 formats de 10 minutes qui sont à l'intérieur parce qu'on touche 5 à 6 sujets. Mais quand on veut vraiment une réponse qu'à un seul des 6 sujets, on a aussi des gens qui viennent nous dire que ils n'ont regardé que telle ou telle section de la vidéo. Et en parlant de section, c'est là où aussi c'était très fort, c'est que on est allé faire un travail de recherche sur les segmentations. Donc, on est allé nommer chaque segment de la vidéo pour que quand on ait des recherches, vous savez, sur Google, on va avoir la position 0, et la position 0, elle peut aussi être prise par une vidéo YouTube. Mais elle peut être prise aussi par un segment d'une vidéo YouTube. C'est-à-dire que si vous cherchez ne soit passage soit différent, par exemple sur YouTube, potentiellement YouTube va vous mettre en position, Google va vous mettre en position 0. Voici la vidéo YouTube que vous devez regarder à partir de tel timecode, parce qu'on a sectionné. C'est-à-dire que chaque section de la vidéo YouTube est considérée comme une espèce de article SEO qui va avoir son propre drive de trafic personnel. Donc, instinctivement, on va se dire qu'on a envie de faire le plus de sections possible pour aller chercher le plus de mots-clés. Mais de manière générale, entre 8 à 12 sections, c'est la bonne chose. Et ça permet d'aller chercher, pour des chaînes qui n'ont pas d'abonnés, des stats en enlevant totalement l'ego de la personne et en mettant vraiment le cœur et les efforts sur le message et pas le messager. Hyper intéressant. Le messager devient important par le poids du message qu'il transmet. Et on a souvent l'impression, et c'est souvent ce que les gens démarrent, et moi c'est une de mes grosses problématiques, c'est que mes clients sont très souvent entrepreneurs, qu'ils ont réussi beaucoup de choses dans la vie, et qui disent je suis important dans ma niche. Ils arrivent sur YouTube et ils n'ont pas les stats ou le statut social qu'ils ont l'habitude d'avoir dans une soirée networking, le nombre de personnes qui viennent lui dire félicitations, les DM LinkedIn qu'il reçoit. Et sur YouTube, tout le monde s'en fiche. Et ça fait beaucoup de mal. Et ceux qui arrivent le mieux réussissent à s'effacer le plus parce qu'ils ont compris que chaque plateforme a ses codes, ses audiences et du coup son espèce de système de crédit social où un Squeezie sur LinkedIn va pas être admiré pareil qu'un Squeezie sur YouTube. Bien sûr. Si tu devais résumer en quelques phrases les différents codes. Tout à l'heure, tu parlais de ce que tu faisais sur TikTok et de la grammaire de TikTok versus la grammaire de LinkedIn ou de YouTube. Et j'imagine que grammaire va aussi avec peut-être DA. Est-ce qu'on est sur du selfie? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus léché, de plus travaillé, des studios, etc. Si globalement, par plateforme, tu devais donner un peu des guidelines DA/grammaire, je te prends de court, mais est-ce que tu as un peu des insights qui pourraient aider les personnes qui se lancent à choisir la plateforme et surtout à bien s'exprimer sur les plateformes? Ouais, totalement. On a
Pour le choix de direction artistique des plateformes, souvent ce qui va être mis en cause, donc quand on parle vraiment que de vidéo, c'est le rythme. C'est-à-dire que ce rythme-là, il va tout induire. Il va induire si on est quelqu'un de trop speed ou si on est quelqu'un de totalement posé. Et ce curseur-là, ce qui définit être quelqu'un de posé ou quelqu'un de speed dépend des plateformes. Un contenu qui est super édité, super rapide pour YouTube, mis sur TikTok, va paraître très lent et pas du tout adapté. Et il faut comprendre, c'est-à-dire ce curseur-là. On va préférer quelque chose avec 4 cuts, 2-3 motion design et une vraie belle qualité d'image au format horizontal pour LinkedIn. Là où pour YouTube, on va avoir vraiment ce que j'appelle le banane-banane, c'est-à-dire que quand on parle d'une banane, on va montrer une banane à l'image. On va aller chercher vraiment l'explicatif par le visuel. Là où sur LinkedIn, on peut écouter quelqu'un, on a vraiment l'impression d'être dans une discussion. Sur un YouTube, alors je généralise énormément parce que pour de l'entertain, pour tout type de niche, vous allez avoir aussi ces sous-codes ou ces sous-directions artistiques qui vont être très différentes. Mais sur un YouTube, on va avoir un nombre de cuts par minute qui va plutôt être aux alentours de 10 cuts par minute. Ok. Par contre, pour TikTok, on va plutôt être vers 50, vers 30, 50, 60 cuts par minute. Un par seconde, un toutes les 2 secondes, un toutes les 3 secondes. Sur un YouTube, on va plutôt être un toutes les 5 secondes, un toutes les 8 secondes. Et sur un LinkedIn, si vous êtes à un toutes les 15 secondes, avec quelques petits sous-titres et quelques titrages, ça va aller très bien. Donc cette métrique-là du nombre de cuts par minute, ou du nombre de cuts toutes les X secondes, c'est assez facile à suivre et vous pouvez le compter très facilement en allant sur une vidéo que vous aimez dans votre niche et de regarder de la minute 1 jusqu'à la minute 2, combien il y a eu de cuts ou combien il y a eu d'apparitions de motion design, combien il y a eu de changements de plan, combien il y a eu de sound effects. Parce que quand je dis le mot cut, je vais utiliser un terme un peu vague, mais un espèce de cut mental, c'est-à-dire qu'on a l'impression de changer de choses. Vous allez changer de mood en fonction de s'il y a eu un sound effect avec une notification iMessage, par exemple. Vous allez changer de mood s'il y a eu un swoosh qui va vers la droite. Vous avez l'impression d'avoir avancé dans l'histoire. Vous allez changer de mood si d'un coup, il y a des gros sous-titres. Si d'un coup, vous passez sur un zoom profond vers quelqu'un, ou si vous dézoomez, que vous avez un plan de coupe. Et donc, tous ces cuts, peu importe la typologie des cuts, que ce soit des ajouts, des substrats, des modifications, ce rythme-là, c'est ce qui va vraiment être très important. Donc plus on va être vers du format très court comme TikTok, plus le rythme doit augmenter pour s'adapter au temps d'attention moyen. Ok. Et pour les personnes qui, là, se sentent complètement dépassées par tout ce que tu viens de dire en termes de capacité, de compétences de montage et de DA, est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose que tu proposes comme accompagnement ? Oui, on propose ce genre d'accompagnement, et même si vous travaillez, que ce soit vous-même en montage ou avec des monteurs en freelance, vous pouvez juste compter et dire, on est sur LinkedIn, je vais faire un effet, une modification toutes les 10 secondes. Ouais. On est sur YouTube, il faudrait que j'essaye d'aller vers 1 toutes les 5 secondes. Ça n'est pas obligé d'être quelque chose de très gros, ça peut être un petit zoom où on augmente l'échelle de l'image pour être un peu plus proche de la personne quand elle dit quelque chose d'important, ou quand elle dit quelque chose, ça y est, j'ai validé mon certificat, on met un petit sound effect avec une cloche qui valide. C'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître très 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 peu créatives, mais qui sont essentiel à la compréhension de chacune des vidéos, et c'est pourquoi vous retrouvez très souvent les mêmes codes partout. Les sound effects, vous avez l'impression que c'est les mêmes dans chaque vidéo, les transitions, les zooms, les swoosh, etc., que vous avez certainement entendu. Pareil, dans toutes les vidéos YouTube, vous allez en avoir. C'est parce que vous avez cette direction artistique des plateformes. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des questions est-ce que ça a inspiré des questions pour peut-être Philippe ou Lou? N'hésitez pas à nous dire. Il est 12h50. S'il n'y a pas d'autres questions et que toi, Jean-Baptiste, n'hésite pas à ajouter des choses aussi. Philippe dit tout compris, donc c'est parfait. Super.
Je peux peut-être juste donner quelques tips pour Carrément. clôturer là-dessus dans ce cas-là. Donc, si on veut démarrer de zéro sur YouTube, on va avoir le big switch mental de se dire je ne suis pas l'important, le messager n'est pas l'important, c'est le message qui l'est. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le live, mais c'est un vrai fondamental à avoir. Ensuite, contre-intuitivement aussi, et vous pouvez par exemple écouter l'interview de MrBeast avec Colin and Samir, la dernière qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Il le dit parfaitement aussi dans les 15 premières minutes. Ce qui est problématique avec YouTube, et ce qui est aussi une énorme opportunité, c'est qu'on démarre par la miniature. On va pas démarrer par l'écriture du contenu, se mettre directement dans le livre et ensuite on va penser à ce qu'on va mettre comme couverture autour de notre livre. On va démarrer par quelle est la raison pour laquelle les gens vont prendre le livre depuis l'étagère, mon livre et pas le livre d'à côté. C'est exactement pareil sur YouTube. On démarre par la miniature et la miniature va avec le titre. Et cette intention d'achat ou cette intention de clic qu'on a réussi à récupérer, comment est-ce qu'on la garde ? On va la garder avec un hook. Vous avez très certainement entendu parler qu'il faut mettre un hook en début des vidéos pour garder l'attention qui baisse, ce genre de choses. Mais c'est vraiment important. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir un hook ultra agressif, vendeur, putassier, putaclic, comme on a l'habitude de voir. On peut juste avoir des micro-hooks en disant dans cette vidéo, vous allez voir les 7 tips qui permettent de faire X et qui vont vous permettre de changer votre vie. Et à la fin, je vous donnerai un modèle Notion gratuit pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Et là, on a un vrai hook avec un sommaire de ce qui va se passer dans la vidéo, une qualification de qui doit regarder la vidéo. Vous êtes sur la bonne vidéo si par exemple tu as envie de perdre du poids sans avoir à manger du poisson, tu es sur la bonne vidéo. Et ça permet vraiment de qualifier l'audience. Ensuite, on leur dit le sommaire qu'il va y avoir. Reste bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ça comme ça de manière facile. Et qu'est-ce que tu vas y gagner ? Et en regardant la vidéo jusqu'à la fin, tu vas pouvoir récupérer mon modèle gratuit, tu vas pouvoir perdre du poids, tu vas pouvoir avoir une roadmap facile pour faire ça. Et c'est ça qui va démarrer le tout. Donc un hook, c'est une accroche de l'attention de la personne, mais c'est pas obligé d'être juste dire les mots les plus random et les plus grossiers pour essayer de garder l'attention et choquer les gens. Ça peut juste être faire une promesse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait une promesse pour avoir de la bonne croyance et que les gens ils aient un bon côté avec nous? On essaye de deliver sur cette promesse, on essaye de vraiment réaliser ce qu'on a promis. C'est-à-dire que si on va dire je vais vous faire mon workout, un plan de régime et ensuite on va aller au marché ensemble pour voir comment trouver les produits que je vous ai mis dans le plan, il faut que dans chaque étape on dise bon, comme je vous avais dit, on est au marché, on va faire ça. Ici, on se retrouve à l'étape 2 et on remet peut-être des éléments visuels pour montrer que on est en train de réaliser la promesse qu'on a faite. Voilà. Donc, si on se lance, on essaye d'attirer l'attention. On pense d'abord par quelle est l'intention des gens. Les gens, ils vont pas dire « Oh, je suis sûr que dans ce livre-là, il y a un super contenu ». Ils vont dire « La cover me parle, c'est un problème que j'ai en ce moment, c'est une envie que j'ai en ce moment. Je vais cliquer sur cette vidéo, je vais prendre ce livre de cette étagère. Est-ce que c'est le bon livre ? Je vais à la fin de la 4e de couverture, je lis le synopsis ou je lis le résumé et je me dis « Ok, je veux acheter ce livre ». Et le hook de la vidéo YouTube, c'est comme cette 4e de couverture, c'est « Est-ce que j'ai envie de regarder ce livre ?» Et ensuite, une fois que je suis dans la vidéo, chaque chapitre doit te donner envie de regarder le suivant parce que personne t'oblige à fermer le livre et dire bon le chapitre n'a pas été intéressant, ça n'a pas deliver sur la promesse que j'ai lue en 4e de couverture et ça m'intéresse pas. Donc attirer l'attention puis ensuite la garder étape par étape. Trop bien, hyper clair. Je pense que c'est hyper clair pour Lou et Philippe aussi. Merci Philippe pour ton message. Ouais. Et je pense avoir trouvé la bonne vidéo de MrBeast qui est la dernière. Yes, c'est celle-là. Ouais, super. Trop bien. Un grand merci Jean-Baptiste pour tous tes conseils hyper riches
et aussi cette vulgarisation que tu as su faire pour les personnes qui maîtrisent pas forcément tout le vocabulaire aussi. Et du coup, je pense en effet que on peut démarrer de zéro assez facilement, se faire accompagner par des free. On peut aussi poser nos questions à des experts comme toi et à ton agence Pilea. Donc, C'est gentil, merci. n'hésitez pas aussi à aller regarder ce que fait JB, ce que propose JB. Merci beaucoup, Héloïse. Et puis je reste évidemment sur Playground pour répondre sur le forum, carrément. Il est avoir tout un tas de questions, il n'y a aucun problème. Trop bien, merci beaucoup pour ça, Jean-Baptiste. Et puis, il y aura un replay qui sera également mis en ligne sur le Playground dans la journée, je pense, max demain. Trop bien. Voilà. Merci Philippe, merci Lou. Merci beaucoup à tous, merci Dominica. Ouais. Et puis, on se retrouve sur le Playground pour continuer de parler vidéo et content inbound. Donc, merci beaucoup Philippe, n'hésitez pas. Et puis, très très bon appétit à tous. Trop bien, tchuss, merci, au revoir. Salut. Bon courage.